Mes amis, bonjour. Merci de ne pas vous formaliser ni pour la qualité de l'image, ni pour l'éclairage. Message d'alerte, nouvelle séquestration d'État d'une maman protectrice. Affaire Sophie Abida. Depuis le 29 mars, une nouvelle mère protectrice est séquestrée en France par le service d'inquisition étatique qui assure la protection et la propagation de la pédocriminalité. Il s'agit de Sophie Abida, 38 ans, mère de 4 enfants, dont 3 d'entre eux sont entre les griffes de leurs bourreaux par décision judiciaire. Cette affaire particulièrement odieuse concerne une mère protectrice héroïque, qui tout récemment décida de prendre le maquis avec sa petite dernière, Iris, 2 ans et demi, qu'elle nourrissait au sein jusqu'à son arrestation. Il s'agissait pour Sophie de protéger sa fillette Iris de son prédateur, mais aussi et surtout des ignobles en robe noire, des tribunaux de Chartres et d'Orléans, et de leurs sbires en uniforme qui entendent la récupérer par la force pour la livrer aux pédocriminels incestueux. Cet individu est, comme à l'accoutumée, intouchable judiciairement, bénéficiant de fait de cette protection institutionnelle généralisée de la pédocriminalité que Janet et moi dénonçons depuis 2006. Malgré ses propres aveux quant aux violences physiques qu'il fit endurer à ses 3 premiers enfants durant des années, et qui n'ont fait l'objet que d'un simple rappel à la loi, malgré les évidences quant aux crimes sexuels incestueux qu'il avait perpétrés ensuite sur eux plus récemment, l'individu en a récupéré la garde, il y a 2 mois environ. Iris, la petite dernière, devait donc subir le même sort et a été jusqu'ici sauvée in extremis par le courage héroïque de sa maman. Au moment où je vous livre cette histoire bouleversante, la fillette de 2 ans et demi, privée brutalement de sa mère et de son alimentation naturelle, est heureusement sous la protection de proches qui ont pris le parti de risquer, eux aussi, la séquestration d'État pour sauver, protéger l'enfant. Car nous sommes bien placés pour le savoir, Janet et moi. La terreur d'inquisition pédocriminelle de France, financée par nos impôts, traquera ces braves gens et cette fillette sans relâche, tant qu'elle n'aura pas mis la main sur sa petite proie et sur ses protecteurs, étant déterminée à faire de ceci un nouvel exemple de terreur d'inquisition judiciaire, après celui qui a été fait avec le capitaine Priscilla Majani. Dans cette société pourrie, où règne la plus absolue inversion des valeurs et de la réalité, les gens qui sauvent les enfants et les protègent, les enfants martyrs, sont désignés de kidnappeurs et persécutés par ceux qui, détournant leurs pouvoirs indus de prétendue justice, œuvrent pour les arracher à des parents aimants afin de les replonger en enfer. Voyez-vous, cette affaire me prend particulièrement aux tripes, comme celle du capitaine Priscilla Majani et de sa fille Camille. Car si elle met en lumière une nouvelle fois le diabolisme des magistrats qui sévissent de façon générale en France, sur l'enfance, contre l'enfance et contre ses protecteurs, eh bien cette histoire vient nous secouer avec un trop rare exemple d'amour maternel, de courage, d'héroïsme, de résistance avec un grand R, donné par des humbles parmi les humbles. Avant de passer à la narration résumée de cette nouvelle histoire bouleversante de terreur d'État sur fond de protection du viol de l'enfant, voici un court extrait vidéo qui illustre bien l'affaire et vous mettra dans l'ambiance. Il s'agit du moment où les 3 enfants de Sophie Abida lui ont été arrachés par la force brutale, en sortie d'audience, en plein tribunal de Chartres, le 9 janvier dernier. Personne ne va vous violenter, on vous laisse simplement. Les enfants, venez. Arrêtez, madame, arrêtez. Alors arrêtez de les traumatiser, je vais arrêter. On ne les traumatise pas, c'est Parce que vous qui sinon, je vais êtes faire un en train scandale. de faire ça, madame. Hein?
On ne va pas prendre les enfants de force dans vos mains, madame. Hein? Madame doit s'en aller, les enfants doivent repartir avec la Oui. Filmer, c'est vrai que ça va pas arranger quelque chose. Oui, c'est trouver une solution calme pour les enfants. Là où vous êtes, vous voyez, ils sont en train de pleurer. Je suis en train de pleurer parce que je ne veux pas aller avec papa. C'est tout. Tu vas avec papa pour l'instant et après tu vas retrouver maman. Il y a une décision que tu dois Non. Si. Viens, Madame. Viens. C'est bon. Voilà comment on arrache les enfants victimes de violence. Voilà comment on arrache les enfants victimes de violence. Voilà, violence et viol. Non. Arrêtez de filmer, s'il vous plaît. Allez, viens. Allez-y. 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 Allez-y, monsieur. Allez-y. Allez-y, monsieur. Allez-y. 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 Madame. Allez-y. Allez-y. Frappez. Allez-y. 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 On n'en est pas là. Allez-y. On n'en est pas là. Arrêtez, sinon je vous fais un outrage. Une rébellion, d'accord? Non, je ne suis pas en rébellion. Non, mais vous faites protège quoi? mes enfants. Eh ben nous, on a une décision de justice, madame. Arrêtez, s'il vous plaît. Attention, vous allez tomber. Voilà mes enfants victimes de viol et de violence. J'ai fait écouter les audios à tout le monde. J'ai fait écouter les audios à tout le monde. Voilà. Ramassez-moi. Je ne peux pas dire au revoir à mes enfants. Je ne peux pas les embrasser. Ils retournent chez leur bourreau de père violent et incestueux. J'ai fait écouter devant tout le monde, ici-bas, tous les enregistrements d'inceste et de viol. Je ne peux pas dire au revoir à mes enfants. Alors le moment est venu de mettre un prénom sur ces 3 enfants martyrs, victimes de l'inquisition pédocriminelle d'État qui ronge notre société et détruit l'enfance de France en l'occurrence, de façon organisée, méthodique et écrasante. Il s'agit de la petite Jade, 5 ans, de son frère Naël, 6 ans, qui nous flingue avec son regard désespéré et son cri de détresse. Et du courageux petit gars, Eden, 9 ans. Je dédie donc ce petit dossier vidéo à cette maman résistante, ainsi qu'à celles et ceux qui, méritant cette même appellation de résistant avec un grand R, osent protéger Iris en ce moment en acceptant d'être traqués comme des bêtes par des misérables en uniforme qui, alors qu'ils avaient signé pour protéger les plus vulnérables, auront quant à eux préféré trahir et vendre leur âme au diable, histoire de préserver leur plan de carrière de policiers ou de gendarmes. D'ailleurs, en passant, je tiens à braquer les projecteurs sur les policiers du commissariat de Chartres, qui, à l'occasion de la pseudo-garde à vue de Sophie Abida, après son arrestation, se sont surpassés sur le thème de l'odieux et qui couvrent de honte toute leur corporation. Si, à la dite corporation, il pouvait encore rester un tant soit peu d'honneur. Nous reviendrons sur cet épisode en détail à la fin du résumé de l'historique de l'affaire que je vous offre. Résumé de l'affaire. Acte 1. La lente descente aux enfers. C'est en 2013 que Sophie Abida, française d'origine marocaine, a rencontré l'énergumène détraqué en objet. Elle était à cette époque hôtesse d'accueil, lui, ingénieur chez Renault. Le couple, installé à Saint-Ville, non loin de Chartres, a eu 2 premiers enfants avant de se marier, lesquels furent victimes de violences physiques répétées de leur géniteur. Sophie constata que son mari était frustré, complexé, en raison de l'emprise que sa propre mère avait sur lui et avec laquelle il entretiendrait de curieuses relations. C'est ainsi que, par la violence physique sur ses propres enfants, il compensait ses frustrations et son manque d'autorité sur eux. Quant aux parents du dit personnage, ceux-ci refusaient carrément de recevoir les enfants à leur domicile. Alors, au fur et à mesure des violences,
Au fur et à mesure, ces violences sur les 2 premiers enfants devenaient fréquentes. Sophie espéra de trop longues années pouvoir changer son mari et eut avec lui 2 autres enfants, ce qui ne fit qu'aggraver la situation. Jade, la 3e enfant du couple, fit également objet des crises de nerfs de son géniteur, lesquelles furent enregistrées quelquefois en audio par Sophie. La mère de famille dut finalement se résoudre à demander le divorce pour protéger ses 4 enfants des violences qui devenaient quotidiennes et de plus en plus graves, ainsi également qu'à déposer une plainte, enfin, auprès de la brigade de gendarmerie de son secteur en mai 2021. Mais jusque-là, Sophie n'avait pas voulu en arriver là, car elle avait espéré, comme je le disais tout à l'heure, depuis toutes ces années de calvaire, pouvoir changer son mari, ne pouvant imaginer, par ailleurs, le monstre pervers qui sommeillait en lui. Convoqué par les gendarmes, l'individu reconnut ses pratiques de violence physique et psychologique dont ses enfants étaient victimes, prétextant avoir les nerfs fragiles en raison de prétendues pressions familiales. Le procureur de Chartres, spécialement indulgent et magnanime envers lui, malgré ce qu'enduraient les enfants, lui fit un simple rappel à la loi. Puis intervint la procédure de divorce lancée à la demande de Sophie Abida en août 2021. En septembre 2021, eut lieu une première audience contradictoire devant le tribunal civil de Chartres dans le cadre de la dite procédure de divorce souhaitée par les 2 parties. Un mois plus tard, le juge aux affaires familiales du tribunal de Chartres rendit une ordonnance qui ne tenait aucun compte de la plainte déposée en mai 2021 par Sophie Abida contre son mari pour les violences physiques commises sur leurs enfants. Ce juge estimait que l'individu ayant reconnu les faits et s'étant engagé à ne plus les réitérer, celui-ci pouvait bénéficier d'un droit de garde alterné. Petit arrêt sur image. Les ignobles enrobes noires du tribunal de Chartres, au lieu de prononcer un jugement conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant en matière civile, au vu des faits de violence répétés, pourtant reconnus par leur géniteur, et sanctionnés par un rappel à la loi tout de même, rendirent une ordonnance de garde alternée qui mit les 3 enfants en péril de façon évidente, initiant alors un mécanisme pervers d'instrumentalisation de la justice au détriment de l'intérêt supérieur des 4 enfants aujourd'hui piégés dans cette affaire. Acte 2. Aggravation des violences commises sur les 3 enfants. Ce qui ne pouvait que se produire se produisit alors. Les 3 enfants, victimes de déni de justice et de protection, obligés de résider chez leurs détraqués de géniteurs en garde alternée, furent de nouveau victimes de violences graves, dont certaines firent l'objet de constats médicaux obtenus par Sophie Abida. Puis, le pire éclata le 5 septembre 2022, lorsque Eden, alors âgé de 8 ans, fit à sa mère des révélations effroyables avec des détails insoutenables. Son géniteur l'agressait sexuellement, lui, ainsi que son petit frère Naël et que sa petite sœur Jade. Sophie porta plainte le lendemain auprès de la gendarmerie pour dénoncer les faits d'agression sexuelle sur mineurs de 15 ans par ascendant direct, rapportés par Eden. Entendu par un gendarme, Eden décrivit comment son géniteur leur faisait subir des attouchements pour leur mettre ensuite son zizi dans la bouche, à l'un puis à l'autre, entre autres immondices commises tour à tour sur les enfants, parlant même d'un liquide qui sortait du zizi du prédateur. L'enfant, questionné par le gendarme, expliqua que les faits s'étaient reproduits régulièrement, mais qu'il avait trop eu peur de son géniteur pour en parler. En clôture de l'audition, décrivant des violences physiques subies également du fait du géniteur, Eden rapporta les propos racistes de l'individu envers Sophie Abida. Pour un enfant de 9 ans, ça ne s'invente pas.
Il précisa ne pas vouloir retourner chez son géniteur. Acte 3. Retournement de situation. En vain, Sophie Abida dut effectuer pas moins de 7 plaintes directes, c'est-à-dire saisissant le procureur par le biais des gendarmes. Puis finalement, une plainte avec constitution de partie civile, en saisissant le doyen des juges d'instruction de sa circonscription, afin de solliciter l'aide de la justice pour protéger ses enfants. Non seulement des violences physiques, violences psychologiques et agressions sexuelles gravissimes commises sur eux par leurs géniteurs, mais aussi pour les protéger des violences physiques et psychologiques commises également par les grands-parents paternels, lesquels étaient venus vivre dans l'initial foyer familial de Saint-Ville, Sophie ayant entre-temps déménagé. Les 3 enfants, trahis par le juge aux affaires familiales de Chartres, étaient pris en otage d'une famille de détraqués pervers à chaque période d'hébergement chez leur géniteur. Tous les faits dénoncés par Sophie Abida ont été étayés par les témoignages des enfants, recueillis dans les formes légales par les enquêteurs lors d'auditions d'enquête préliminaire, par des photos prises, des traces de violences physiques, ainsi que des certificats médicaux. Mais surtout, les faits les plus graves et abjects ont été confirmés par des enregistrements en audio réalisés via un dictaphone dissimulé par Sophie dans le doudou de Jade, lorsque la petite fille dormait chez son géniteur et s'y faisait violer. Ayant personnellement traité cette affaire et examiné soigneusement chacune de ses pièces, j'ai été bouleversé en écoutant ces enregistrements qui, hélas, ne laissent aucune place au doute. Ces enregistrements en audio ont par ailleurs été certifiés par un huissier de justice et permettent d'établir qu'ils ont été pris lors de manifestes faits d'agression sexuelle et de viol commis sur Jade par son géniteur, dont on entend clairement les chuchotements au milieu des pleurs et des insoutenables hurlements de douleur de l'enfant. Comme vous vous en doutez, non seulement les prétendus acteurs judiciaires saisis n'ont pas donné la moindre suite à cette affaire de viol et agression sexuelle sur plusieurs mineurs de 15 ans par ascendant direct, mais ceux-ci ont retourné les moyens judiciaires contre la mère protectrice et ses 3 enfants martyrs, en faisant leur outil de terreur d'inquisition pro-pédocriminelle. C'est donc le 9 janvier 2023 que le fameux prétendu juge aux affaires familiales du tribunal de Chartres a rendu son jugement en matière civile qui retire la garde des 4 enfants à leur mère, ne lui accordant plus qu'un droit de visite médiatisé et qui attribue leur garde à leur bourreau. Comme d'habitude, ce jugement estime d'office que les plaintes et les dénonciations faites par les enfants et leur mère contre des faits de violences diverses et d'agressions sexuelles ne sont pas fondées, mais issues d'une manipulation faite par la mère des enfants dans le but de les éloigner de leur géniteur. Bien sûr, Sophie Abida déclara immédiatement faire appel de cette décision en entendant l'ahurissant jugement. Cependant, celui-ci intervenant en matière civile, le recours de l'appel ne le suspendait pas, si bien qu'à l'issue de l'audience, Eden, Naël et Jade ont été arrachés par la force brutale à Sophie Abida par les agents de sécurité du tribunal de Chartres en ce jour funeste du 9 janvier 2023. Acte 4, derniers événements. Après cet épisode tragique et odieux, Sophie Abida était dans le désespoir le plus absolu, effondrée en sachant ce à quoi Eden, Naël et Jade étaient condamnés. Elle devait cependant tenir le coup pour protéger Iris d'un sort identique, vu que les ignobles en robe noire avaient évidemment décidé que la petite dernière devait également être kidnappée à sa mère pour être livrée aux détraqués intouchables.
Sophie avait immédiatement pris sa décision en fonction de cette menace de pure terreur d'État pesant maintenant sur sa fillette. Quoi qu'il puisse lui en coûter, jamais elle ne livrerait Iris aux ignobles enrobes noires. La mère protectrice quitta alors son domicile dans une cavale sans issue avec sa fillette, après avoir publié sur les réseaux sociaux un ultime appel à l'aide, poignant. Bonjour à tous et à toutes. C'est une vidéo que je pensais jamais faire de ma vie. Mais voilà, j'en suis là à la faire. Donc je vous demande une mobilisation, s'il vous plaît. Si vous êtes une association, de diffuser cette vidéo en toute urgence. Mon bébé de 2 ans qui n'a pas pu assister à l'audience du juge des enfants lundi 13 février, puisqu'elle était dispensée, puisqu'elle a 2 ans. Donc elle n'était pas présente. Elle n'a pas pu être arrachée comme mes 3 autres enfants ont été arrachés. Aujourd'hui, je suis menacée de rendre mon bébé, que je précise à 2 ans, toujours allaité. Elle n'a jamais été chez son père pour des droits de visite ou d'hébergement. Elle ne le connaît pas. Je précise ce père qui a été condamné pour des faits de violence et de maltraitance sur les enfants. Il a reconnu les faits et a promis devant le procureur de ne pas réitérer les faits, chose qu'il a continué de faire évidemment. Aujourd'hui, ma fille, mon bébé, est menacée d'être arrachée, elle aussi. Peu importe qu'elle ne connaisse pas son père, qu'elle soit toujours allaitée. Alors effectivement, je m'y oppose. Je m'y oppose. Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui a aussi eu des violences sexuelles envers mes 3 aînés et qui serait capable de réitérer les faits sur un bébé de 2 ans qui ne sait pas encore très bien parler. J'ai très peur. J'ai très peur pour ma fille. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi à arrêter tout ça. Aidez-moi à dénoncer tous ces crimes et toute cette complicité que les juges, les magistrats, que toute la justice française ne sait pas. Elle ne sait pas protéger nos enfants. J'ai demandé une suspension des droits du père. J'ai demandé des droits réservés. J'ai demandé à ce que le père voie les enfants en visite médiatisée. Et finalement, rien n'a été tenu et pris en compte. C'est moi qu'on incrimine comme une criminelle. C'est moi qui ai interdit de voir mes enfants du jour au lendemain. Et c'est moi qui deviens l'agresseur finalement. Alors s'il vous plaît, c'est un appel à l'aide, au secours. Depuis le maquis, Sophie prit contact avec nous, qui sommes exilés en Suisse dernièrement afin de reprendre concrètement la lutte pour la cause des enfants martyrs. J'ai eu plusieurs échanges par téléphone avec elle à l'occasion desquels je l'invitais expressément à nous rejoindre en Suisse avec sa fillette, de toute urgence, afin que nous organisions leur mise sous protection avec différents axes de contre-mesure à cette terreur d'inquisition. Je lui ai précisé qu'elle était couverte par le droit, agissant en parfait état de nécessité, tout comme nous si nous avions pu les recevoir. Quoi que puissent déclarer, quoi que puissent faire ceux qui la persécutent. Je tiens à attirer votre attention à toutes et à tous que cette situation d'état de nécessité prévue par l'article 122.7 du Code pénal est déclenchée non pas par les probables et quasi avérés faits de viol commis sur les enfants, mais par les multiples violations du droit et des textes internationaux en matière de droits de l'homme et de protection de l'enfance, commises ici par les prétendus acteurs judiciaires. Ce sont ces faits, caractérisés de déni de droit, de déni de justice et de déni de protection de l'enfant, commis en conscience par les prétendus acteurs judiciaires, ainsi que les faits de violence judiciaire gravissimes, ensuite commis sur la petite famille par cette même bande de prétendus magistrats, qui matérialise la situation d'action en état de nécessité et de force majeure. Le parent protecteur n'ayant plus d'autre recours que celui, certes extrême, de la prise de maquis avec l'enfant à protéger. J'informais également, alors, Sophie Abida, que
grâce aux pièces qu'elle avait bien voulu me communiquer et au pouvoir qu'elle m'avait fait entre-temps, j'avais déjà effectué les premières saisines de rapporteuse spéciale de l'ONU concernant son affaire sous la supervision étroite d'un haut fonctionnaire permanent de la dite organisation, dont la fonction est de coordonner toute une équipe de rapporteurs spéciaux, entre autres mandats particulièrement sensibles. J'en profite pour préciser que notre angle d'attaque dans le cadre de cette extraordinaire collaboration avec ce haut fonctionnaire de l'ONU consiste précisément à faire établir, par les différents rapporteurs spéciaux saisis, ainsi que par le groupe de travail sur la détention arbitraire, quelquefois saisi et en l'occurrence saisi pour le dossier de Sophie Abida, les violations du droit international et des textes de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un travail que nous faisons pour d'autres dossiers dont nous reparlerons plus tard, des travaux qui sont lourds, prenants et en cours. Donc, ces violations multiples et graves s'inscrivent dans des faits, comme je le disais tout à l'heure, de déni de justice, de déni de droit et de déni de protection de l'enfance, commis par de prétendus acteurs judiciaires agissant en bande organisée, et dont les effets interdisent en premier lieu la manifestation de la vérité, mais aussi le déclenchement de mesures de protection de l'enfant, dans le cadre d'affaires de viol et d'agression sexuelle sur les enfants vivant en France, puisque c'est de la France dont on parle en ce moment. Ce mécanisme qui s'inscrit dans une politique machiavélique et qui est formellement démontable, crée, de fait, le contexte de l'action en état de nécessité, alors ultime recours de tout parent protecteur cherchant à protéger son enfant du pire. Pardon de me répéter. En outre, comme nous le démontrons de façon factuelle, ces pratiques, fonctionnant sur l'arbitraire absolu, sont aggravées par des faits de violence judiciaire qui accentuent le contexte de terreur d'État et confirment l'absolue nécessité pour tout parent protecteur confronté au problème du recours à la fuite, hors d'atteinte du prétendu système judiciaire avec l'enfant ou les enfants à protéger du dit prétendu système judiciaire. Cependant, Sophie ne venait toujours pas à notre rencontre et les jours passaient, nous plongeant un peu plus dans une angoisse grandissante pour la petite Iris. La raison des hésitations de Sophie à franchir cette frontière entre la France et la Suisse était de l'ordre psychologique, plus précisément de l'ordre affectif et émotionnel, car elle n'arrivait pas à faire ce pas pourtant crucial qu'elle percevait comme aggravant sa séparation d'avec ses 3 premiers enfants, otages du service d'inquisition et du réseau. En outre, une échéance approchait et dont, hélas, elle ne nous parla pas. Le 29 mars 2023, allait avoir lieu une visite médiatisée entre ses 3 enfants, otages du réseau, et elle-même. Et ne pas s'y rendre lui était insupportable. Les suppôts de Satan en auraient profité, certainement, pour dire aux enfants que leur mère les abandonnait. Et cela suffirait, indéniablement, à les briser définitivement. Évidemment, cette visite médiatisée n'était qu'un piège machiavélique qui était tendu à cette mère protectrice et qui s'était récemment vu formaliser l'intention par les ignobles en robe noire de l'envoyer en prison si elle persistait à ne pas leur livrer Iris. Acte 5. L'arrestation. Sophie confia manifestement sa fillette à des proches, puis se rendit à la visite médiatisée, consciente, certainement, de ce qui allait lui arriver. Elle n'eut le droit de voir ses enfants que 12 minutes. 12 minutes avant de se faire arrêter devant eux par des policiers du commissariat de Chartres. Cela lui fut suffisant, cependant, pour constater la détresse extrême de ses enfants et, concrètement, les traces de coups apparaissant sur le visage d'Éden.
le malheureux enfant avait le nez tuméfié et bleuté. Ce jeudi 29 mars 2023, Sophie Abida fut mise en prétendue garde à vue au commissariat de Chartres. Alors je dis prétendue car, sans parler tout simplement d'humanité, une mesure de garde à vue implique des conditions strictes de respect des droits fondamentaux de la personne humaine, lesquels ont été violés dans les grandes largeurs par les sbires en bleu du procureur de Chartres. Ainsi, il fut refusé à Sophie Abida de formuler une plainte suite aux nouvelles violences physiques constatées sur son plus grand enfant, Eden. Ensuite, il lui fut également refusé l'accès aux soins dont elle avait un besoin urgent, suite à l'interruption brutale d'allaitement de sa fillette Iris, qui avait été provoquée par son arrestation et sa séquestration au commissariat de Chartres. Le lendemain matin de son deuxième jour de garde à vue, Sophie souffrait le martyre en raison d'une mamite aiguë, non traitée, ne provoquant que les moqueries salaces des policiers. Selon la terminologie utilisée aux Nations Unies, il s'agit de torture, à bon entendeur salut. Ce ne fut qu'en fin de la deuxième journée de séquestration au commissariat que Sophie Abida fut conduite à l'hôpital de Chartres pour se faire tirer un peu de lait. Son problème restant entier et sérieux à l'heure actuelle. J'imagine qu'elle a dû souffrir tout ce week-end en prison. Enfin, pour couronner le tout, il fut carrément refusé à Sophie Abida le droit d'être assistée de son avocate au deuxième jour de sa séquestration lors des interrogatoires de police, alors que son avocate était venue depuis Paris pour être aux côtés de sa cliente à ces occasions. Il s'agit évidemment d'une violation flagrante des textes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est l'angle d'attaque principal des Nations Unies, ainsi que des textes de droit français en matière des droits de la défense. C'est d'ailleurs par le biais de cette courageuse avocate qui s'est de son côté vu refuser le droit d'assister sa cliente au commissariat de Chartres, que nous avons eu ces détails odieux via un rapport de fait qu'elle a rédigé sur le champ et eu la grande gentillesse de nous communiquer. Alors voilà, pour clore cet épisode particulièrement infâme, Sophie Abida a été présentée aux pseudo-juges qui ont évidemment décidé de sa séquestration pour une période indéfinie sous la forme d'une prétendue mesure de placement en détention provisoire. Tout était joué d'avance. Elle fut donc jetée au cachot, directement à la suite du séjour passé au commissariat de Chartres. Nous craignons qu'elle ne tienne pas le coup. Depuis son arrestation, Sophie est en grève de la faim et totalement anéantie au bout du rouleau. Son avocate étant elle-même particulièrement secouée par la violence extrême de ces derniers événements. Nous sommes aujourd'hui le lundi 2 avril 2023, je n'ai pas pour le moment plus de nouvelles. Cependant, je vous communique ici l'adresse du lieu de séquestration de cette mère héroïque, cette mère protectrice héroïque, afin que notre collectivité de gens de conscience s'organise immédiatement pour une opération de courrier, afin de l'aider à ne pas sombrer définitivement. Merci de votre mobilisation extraordinaire.